la dernière fois, j'avais expliqué que l'une des difficultés qui se présente à la pensée utilitariste et à laquelle elle ne parvient pas totalement à faire face, c'est qu'on ne peut pas déduire de ces principes des conséquences politiques et éthiques certaines. En tout cas, si Mill, dans de l'utilitarisme, le fait, d'autres conséquences seront tirées des mêmes principes. Quel est le principe fondamental? Quels sont les principes fondamentaux de l'utilitarisme? L'utilitarisme postule que l'action morale est celle qui contribue au bonheur, alors, au plus grand bonheur des êtres humains ou des êtres sensibles en général. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est la maximisation du plaisir, du bien-être, et la minimisation de la souffrance, sachant que ce qu'il faut entendre par plaisir, c'est à la fois un plaisir de type matériel, physique, que l'on peut facilement quantifier, et d'autre part un plaisir d'ordre spirituel ou intellectuel que l'on peut rapporter, et ça c'est le troisième principe de l'utilitarisme 2000, que l'on peut rapporter à une quantité, étant entendu que seul l'individu aux facultés supérieures, dont les facultés sont supérieures, peut quantifier un plaisir de qualité, c'est-à-dire comparer en fait une qualité à une quantité de plaisir. Ok. C'était l'argument selon lequel effectivement il vaut mieux être il vaut mieux être un être humain insatisfait qu'un porc satisfait. Ok. Alors, comme je l'ai dit, l'un des problèmes, c'est que on ne peut pas savoir exactement quelle politique tirer de ces grands principes moraux. Je vais vous donner 3 exemples. Imaginons simplement qu'on puisse attribuer un score au bonheur, ce qui rejoint l'idée qu'on puisse quantifier le bonheur. Autrement dit, faisons comme si nous étions à la fin du XXe siècle et que nous avions inventé un indicateur numérique capable de mesurer le bien-être des membres d'une société, et on va imaginer 3 types de sociétés. Société de type régime, enfin plutôt pas régime d'ailleurs, société communiste accomplie, si vous voulez, un truc qui n'a jamais existé. Mais imaginons une société qui compte 100 points de bonheur. Cent individus, on ne va pas se casser la nénette. On est après la dictature du prolétariat et donc le communisme a triomphé. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de hiérarchie sociale, il n'y a plus rien, on est tous frères. Et donc, un point de bonheur par individu, les gars. Hop, un point de bonheur pour chaque individu. Ça va? Alors, imaginons maintenant une société toujours avec 100 individus, ça ne va pas changer. Imaginons donc que cette société compte 90 points de bonheur. Et il va y avoir 80 individus qui vont se partager 85 points de bonheur. Et les 20 restants, comme des crevards, vont se partager les, du coup, 15 points restants. 5, oula, c'est le matin. Et maintenant, imaginons une société où il y a, allez, on va être fou, 200 points de bonheur, toujours 100, machin. Il va y avoir
deux individus qui vont se partager 150 points de bonheur, c'est Ibiza, et les 98 restants se partagent 50 points. Laquelle est la plus morale selon il? Ouais. La première, Pourquoi? parce que au niveau quantitatif de bonheur, chaque individu a une part égale, donc on maximise la part individuelle de bonheur de chaque individu, alors que dans les deux autres, à chaque fois il y a un déséquilibre au niveau de la quantité de bonheur pour chaque individu. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant pour faire de cette société une société maximalement utilitariste? Il y a une société où il y a plus d'individus qui ont plus de points de bonheur. Laquelle? Ouais, Hélène? Bonjour. Alors, je modifie l'emploi du temps pour, enfin la fiche d'appel pour vous. C'était le bus? Oui. Ok. C'était la grève ou c'était juste de la négligence C'était juste de la négligence. Ça aussi, c'est très français. Une France sans négligence, c'est pas une France. Quand c'est pas grève, c'est retard. Alors, 80 individus, 85 points de bonheur, c'est pas plus que 100 individus avec un point de bonheur chacun? On est toujours à 100 individus. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de bons hommes là? Il y a 80 bons hommes qui ont un peu plus d'un point là. Oui. Bah, si du coup on fonctionne comme ça, la meilleure c'est la troisième. Pourquoi? Vu qu'en fait, déjà, sur 100 personnes, le minimum c'est 50 points. Alors que par exemple, si on prend le premier, ils ont tous. Non, il n'y a pas 98 personnes qui ont 50 points chacun. Il y a 98 personnes qui se partagent comme des crevards 50 points de bonheur. Mais par contre, il y a plus de points de bonheur. Ah! Donc voilà le paradoxe, si vous voulez, de l'utilitarisme. Mill nous dit, le monde le plus moral possible, c'est le monde où il y a la plus grande somme de bonheur possible. Quel est le monde dans lequel il y a la plus grande somme de bonheur possible? Celui-là. Il nous dit que c'est un monde dans lequel on minimise la souffrance. Quel est le monde dans lequel on minimise la souffrance, c'est-à-dire l'inégalité? Le premier. Ok. Et il nous dit que c'est un monde dans lequel il faut un maximum de bien-être pour le maximum de gens. Et quel est ce monde? Le deuxième. Vous voyez le problème? Le problème, c'est celui de l'incohérence, en fait, du calcul utilitariste à partir du moment où on a fixé les trois critères que j'ai donnés dans ma petite reprise. Vous comprenez bien. Un monde dans lequel on postule que le principe de l'utilitarisme, c'est la maximisation de la somme, de la plus grande somme du bonheur possible. C'est un monde qui supporte très très bien des inégalités extrêmes. Oui. Un monde dans lequel on postule que la morale consiste à maximiser la plus grande somme de bonheur possible. C'est un monde qui n'a aucun problème avec des inégalités extrêmes. Pourvu que la somme soit la plus importante possible, peu importe comment se compose la somme, peu importe quelles sont les parties de la somme, l'important c'est que le tout soit plus important qu'un autre tout. Donc c'est le monde numéro 3. Le monde numéro 3, c'est un monde qui effectivement comporte la plus grande somme de bonheur possible, mais qui est très inégalitaire. Oui. Et c'est possible de réunir ces trois mondes-là en un monde 3? Non, pas possible, non. En fait, c'est trois types de sociétés. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Pour minimiser la souffrance, il faut une société où il y a le minimum d'inégalité. Ce qui, en fait, sociologiquement, n'est pas forcément vrai. Société, on va dire, communiste ou anarcho-communiste, où chacun aurait exactement la même part de bonheur. Ok. Mais ne vaudrait-il pas mieux une société
avec des inégalités modérées, mais où le maximum de gens accéderait à une part de bonheur plus importante. Monde numéro 2. Et donc, en fait, à partir des mêmes principes, on aboutit à des politiques et à des types de sociétés, des formes de sociétés très différentes. Pourquoi j'ai dit que la minimisation des inégalités, c'était pas forcément la minimisation de la souffrance? C'est le paradoxe de Tocqueville qui énonce que plus les inégalités diminuent, plus elles nous apparaissent, celles qui subsistent nous apparaissent insupportables. Okay. Plus il y a d'égalité entre des individus, plus la moindre différence va être jugée comme absolument scandaleuse. Donc c'est pas forcément, en tout cas, il n'y a pas de certitude pour que la minimisation des inégalités, enfin de la minimisation des inégalités, on puisse déduire la minimisation des souffrances. Est-ce que ça va, ça? C'était là où je voulais arriver. On arrive à la dernière partie du cours sur laquelle on va aller très vite. Grand 5, la dictature du bonheur, le risque de l'infantilisation des citoyens. On va lire un texte donc tiré de Théorie et pratique qui date de 1793. Dans l'histoire de France, à quoi correspond cette année? Ce n'est pas particulièrement une bonne année pour le vin, mais c'était une bonne année pour... Oui. Ouais, et particulièrement 1793, c'est quelle période de la Révolution française? Non mais ça, si vous voulez, il faut le savoir. Ça fait partie, comme on dit, des valeurs de la République. 93, 1793, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, c'est la terreur. C'est la terreur, oui, oui. Donc, c'est cette période particulièrement sanglante de la Révolution française où Robespierre et le Comité de salut public dominent politiquement la Convention avec ce qu'on appelle la montagne qui va servir d'opposition, la montagne, les montagnards menés par Georges Danton, ok. Et c'est le moment où Robespierre et quelques autres, ceux qu'on appelle les enragés, vont développer en France le règne de la vertu, le principe selon lequel effectivement une société heureuse, c'est une société républicainement vertueuse. Et comme je ne résiste pas à la tentation de cette métaphore qui, pour le coup, n'est pas une métaphore, quitte à couper toutes les têtes qui dépassent. Quitte à couper toutes les têtes qui dépassent, notamment celle de Danton, qui dira au bourreau qui va le guillotiner, qui s'appelle Samson. Vous connaissez la citation de Danton, la dernière phrase de Danton. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Okay, c'est plutôt, quitte à choisir une citation au moment de sortir, celle-là est plutôt pas mal. Je vous recommande, alors aux cinéphiles et aux autres, je vous recommande le film Danton avec Depardieu dans le rôle titre. C'est un film de Vajda qui avait déplu à François Mitterrand, qu'il avait un petit peu commandé à Vajda, et il s'attendait pas à ça. C'est vraiment très 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 bien, avec un casting franco-polonais. Alors, 1793, donc c'est chaud. Et en particulier en France. Le
faut mettre ça dans le contexte historique. La liberté en tant qu'homme, j'en formule le principe pour la constitution d'une communauté de la manière suivante. Personne ne peut me contraindre à être heureux à sa manière, c'est-à-dire à la manière dont il conçoit le bien-être des autres hommes. Mais il est permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble à lui être la bonne, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun, selon une loi universelle possible. Autrement dit, à ce droit d'autrui. Un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternaliste où, par conséquent, les sujets, tels des enfants mineurs, incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, sont obligés de se comporter de manière uniquement passive, afin d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont ils doivent être heureux, et uniquement de sa bonté, qu'ils le veuillent également. Un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir, constitution qui supprime toute liberté des sujets, qui, dès lors, ne possèdent plus aucun droit. Alors, que nous dit Kant ici? Et il y aurait peut-être des parallèles à tisser avec ce qu'on appelle, par exemple, je ne sais pas quel est le terme technique que le régime lui a accordé, mais il y a des parallèles à faire avec ce qu'on appelle en Chine le crédit social. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le crédit social en Chine. Le crédit social en Chine, ça consiste à régler les droits de chaque citoyen en fonction de son comportement. Vous ne triez pas vos déchets, vous tardez à sortir la poubelle, vous ne traversez pas quand le feu est vert, vous ne traversez pas dans les passages cloutés, vous mâchez des chewing-gums à l'école, eh bien, l'État vous attribue un score grâce à un système de télésurveillance assez implacable. Et en fonction de ce score, vous allez pouvoir ou non scolariser vos enfants, vous allez pouvoir ou non emprunter de l'argent, vous allez pouvoir ou non, etc., etc., etc. Ça fait rêver, hein. Alors, c'est un petit peu ça qui se dessine en fait avec ce gouvernement paternaliste dont parle Kant. Donc, que nous dit Kant dans Théorie et pratique? Kant donne une définition politique de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté politique pour Kant? C'est la capacité et le droit. La capacité et le droit de chacun de rechercher le bonheur à sa manière, à condition que les moyens qu'il emploie ne nuisent pas à autrui. Donc, Kant a une conception libérale au sens philosophique du terme. Il a une conception libérale de la liberté, c'est-à-dire qu'il considère que la liberté, c'est une forme d'autonomie, enfin, c'est une autonomie par rapport à l'État.
et de manière indirecte par rapport à d'autres hommes. Alors, ce qui est intéressant dans le texte de Kant ici, c'est le problème qu'il soulève. Effectivement, Kant va livrer une critique, il va se livrer à une critique du gouvernement paternaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement paternaliste pour Kant? Un gouvernement paternaliste, c'est un gouvernement qui se comporte comme un père envers ses enfants, c'est-à-dire qu'il prive ses sujets de toute autonomie, mais pour leur bien, pour le bien de ses enfants. Autrement dit, le despote paternaliste, c'est celui qui va être un père pour ses enfants, mais qui va faire en sorte que ses enfants ne grandissent jamais, ne s'émancipent jamais de sa tutelle. Et Kant nous dit, c'est la pire forme de despotisme, c'est la pire forme de despotisme, parce que c'est celle dont il est le plus difficile de se débarrasser, chacun aimant, en fait, sa prison dorée. Antoine. Vous pourriez rappeler ce que c'est le despotisme? Alors le despotisme, c'est le fait d'exercer seul le pouvoir. Et c'est le fait aussi, un despote, c'est celui qui exerce seul le pouvoir, et c'est aussi celui qui accorde ou nie les droits politiques de ses sujets. Autrement dit, tout dépend de son bon vouloir. Même la monarchie absolue telle qu'elle va se dessiner sous Louis XIV, même la monarchie absolue sous le roi Soleil, n'a jamais atteint le despotisme. Le despotisme, ça serait plutôt, je sais pas moi, la Russie de Catherine II, quoi. Donc vraiment quelque chose d'impérial sans aucun contre-pouvoir. C'est pas non plus une dictature en fait. C'est un petit peu une dictature, sauf que la dictature, techniquement, la dictature est à durée limitée. C'est ce qui définit la dictature à Rome, c'est la situation d'urgence en fait. Je prends les pleins, enfin, le Sénat m'accorde en tant que consul les pleins pouvoirs pour régler généralement un problème d'invasion sur le territoire italien, enfin latin, dans le Latium. Ouais. Vous avez dit que c'était celui qui accorde le micro. À ces sujets, ses droits. En fait, c'est de son bon vouloir que dépendent les droits de ces sujets. Et si j'ai envie, en tant que despote, de vous supprimer certains droits, je peux le faire du jour au lendemain. Alors, en fait, ce à quoi se livre Kant, c'est la critique du despotisme éclairé. Despotisme éclairé qui va recevoir la valeur de l'assentiment de certains philosophes des Lumières. Et en fait, ce que dit Kant, c'est qu'il vaut mieux un despote tyrannique, vicieux, etc., qu'un despote éclairé. Parce que le despote éclairé, il va vous prendre votre liberté et vous n'allez pas vouloir la reprendre. Vous n'allez pas vouloir la reprendre parce que c'est vrai que vivre sous la tutelle d'un père aimant, c'est confortable. Il y a évidemment un rapport à faire ici, une relation à faire ici entre ce que dit Kant et le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui est peut-être le premier texte qu'on ait vu ensemble. Qui est même certainement le premier texte qu'on ait vu ensemble. Mais quel est le problème? On pourrait faire une critique hegélienne
du concept d'État par Hobbes. À quoi sert de vivre ensemble, comme ne dirait pas Renan? À quoi sert de vivre ensemble s'il n'y a pas une raison à cela? Autrement dit, peut-on fonder le lien social sur le simple intérêt? Ne faut-il pas dépasser l'intérêt pour fonder le lien social sur des principes communs? Sur ce que les Grecs appelaient une vie bonne, une eudaimonia. Et finalement, ça, c'est la conception que Robespierre va se faire de la société. C'est-à-dire qu'une société qui n'est liée que par l'intérêt, ce n'est pas une société. C'est une foule d'individus qui n'est unie par rien d'autre que l'intérêt momentané. C'est un petit peu ce que notre société traverse actuellement. Est-ce qu'il y a encore un lien social qui est fondé sur des principes communs, des croyances communes, des rites communs, ou est-ce que c'est chacun est sa propre société? Oui. Alors oui, vous avez, voilà, vous avez vu la finesse de ma transition qui va vers le cours sur la culture, effectivement. Mais pas que, c'est-à-dire que c'est aussi c'est ce que pensait Rousseau. Rousseau parle effectivement du contrat social. Il y a une forme de, il y a une forme de convention fondée sur l'intérêt à la base de chaque société. Mais il faut plus que ça pour pouvoir la conserver. Il faut des mœurs communes, il faut des principes communs, il faut ce que Rousseau va appeler une religion civile, quelque chose qui va effectivement relier la société. Et donc, la question qui va se poser, c'est pourquoi, en fait, pourquoi vivons-nous ensemble? On parle toujours du vivre ensemble. Ça, si vous voulez, c'était la grande tartine que me servaient mes profs de prépa, c'était le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Et en fait, l'expression vivre ensemble vient d'un texte de Renan qui s'intitule Qu'est-ce qu'une nation? Et il ne parle jamais du vivre ensemble. Il dit que c'est faire nation, être une nation, c'est vouloir vivre ensemble. Et non pas simplement vivre ensemble. C'est le désir de vivre ensemble. Et donc, qui dit désir, dit raison de désirer. Qu'est-ce qui nous pousse à vivre ensemble? Et donc, comme Antoine l'a très bien perçu, cette petite transition nous amène naturellement, comme la mécanique est bien huilée, monsieur, vous êtes très habile en transition, merci beaucoup, voilà, vous pouvez m'envoyer des fleurs. Donc, ça nous amène à la deuxième grande partie du cours de l'année. Roméo! Deuxième grande partie. Donc, pourquoi vivre ensemble? Chapitre 6 du coup. Alors, chapitre 6, vous rebootez le truc, chapitre 1. Mais deuxième grande partie du cours. On peut repartir pour un tour, pour la numérotation des chapitres. Mais je préfère effectivement chapitre 6. Donc, deuxième grande partie du cours, pourquoi vivre ensemble? Chapitre 6, du coup. Pourquoi vivre ensemble, c'est la question? Alors, c'est la question de la grande partie du cours. Chapitre 6, la culture.
et la nature et la nature, ou la nature et la culture, peu importe. Et donc je vous donne le titre de ce chapitre. La culture est-elle ce qui permet aux êtres humains de se distinguer? La culture est-elle ce qui permet aux êtres humains de se distinguer? Plus simplement encore, la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Ouais. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire passer. Merci. Hélène, pareil, je ne sais pas si vous avez eu ce texte-là, la culture. Non. Est-ce que vous pouvez venir le chercher? Alors, avant ça, en fait, à la réflexion, le cours sur l'État, merci, pourrait carrément s'intégrer à cette partie-là du cours. J'ai choisi de le faire dans la première partie du cours, mais j'aurais très très bien pu, et je pense que les prochaines années, c'est ce que je ferai, j'aurais très bien pu intégrer cette notion-là dans cette partie-là du cours, mais peu importe. Ce que je veux qu'on fasse maintenant, dans le temps qui nous reste, à mon avis ça prendra pas plus de temps que cela, c'est faire l'index des notions du cours précédent. Vous vous rappelez? Ça c'est vraiment, j'insiste, hein, mais c'est vraiment très utile. C'est très très utile pour les révisions du bac blanc, vous me remercierez. Pour les révisions du bac tout court, vous me remercierez encore plus. Ouais. Je sais plus exactement. La semaine, on est quel jour là aujourd'hui? On est 17, c'est la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Bon. Ça c'est pour les SP. Pour la philo, il y a un devoir commun à un moment, je sais plus quand. Je crois que c'est en février. En tout cas, c'est ce qu'on avait demandé en conseil péda. Alors, numérotez donc les pages de votre cours jusqu'à l'endroit où vous êtes. Ok. C'est fait pour tout le monde? Alors, ce qu'on a vu dans la première partie du cours sur le bonheur. Donc, évidemment, vous mettez le bonheur page temps à temps. J'attends un peu, il n'y a pas de problème. Le but, c'est qu'on ait plié ça d'ici la fin de l'heure. 12 minutes pour le faire, ça pourrait quand même être bon. Angèle, ne distrayez pas votre camarade. C'est bon, c'est numéroté? Vous me dites quand vous y êtes, hein, que j'ai pas l'impression d'attendre. Comme Jacques Brel, Marguerite. Donc le bonheur, page machin à machin. Ok. Ensuite, première partie du cours sur Hobbes. On a vu également la notion de temps. La question du désir futur et du désir qui, en fait, est une fuite en avant par rapport à la mort. Des questions sur la géométrie, l'arithmétique, tout ça, là, c'est ça? Non, pas du tout. C'est quand même logique, ça, non? Tout ce qui est la sensibilité, la critique de la raison pure de Kant. Oui, mais là, on est chez Hobbes. C'est bon, j'ai Ok. Donc, c'était la question du désir. On avait vu aussi le divertissement chez Pascal. Le temps. Le temps, le temps, le temps. Ouais. On avait vu que le désir, c'était cette fuite en avant par rapport à la mort. On avait parlé de Don Juan, on avait parlé d'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Ouais, la félicité, tout ça. Roméo revit Memento à chaque fois qu'il se...
C'est bon pour tout le monde. Grand 2. Kant. Alors, mes enfants, Kant, il y a plusieurs choses. On a vu la connaissance et la raison en long, en large et en travers quand je vous ai fait le cours d'épistémologie kantienne sur la critique de la raison pure. Et effectivement, on a vu la notion de temps aussi comme forme a priori de la sensibilité. Ah, ça, c'était avec le jugement sensé. Exactement. Ouais. Donc on a vu la connaissance, on a vu la raison, et on a vu la notion de temps dans cette partie-là du cours. Normalement, la raison, on a déjà noté ça. C'est bon? Vous me dites quand je peux y aller. Est-ce que la notion d'expérience est encore au programme? Je ne crois pas. Pour une raison étrange. Dans le... Oui, non, mais simplement, est-ce qu'on a... est-ce que c'est dans l'index des notions je ne me rappelle plus si l'expérience est encore dans le programme ou pas. On l'a pas? Bah, c'est que ça doit pas y être. Je vais juste vérifier. Je vais simplement vérifier quel est l'intitulé exact du programme. Mais bon. Donnez-moi 2 secondes. Bah, j'espère. Ouais, non, l'expérience ne fait plus partie du programme. Chut. Alors, on a vu avec Alain la question du devoir, oui, évidemment. C'est la partie 3. Ouais. Pardon? Si on a vu Alain, on a vu Kant aussi. C'est-à-dire? On avait dit que la thèse elle se posait à cette de Kant, du coup on avait expliqué. Oui, on a vu Kant, mais dans la partie précédente, dans le grand 2. Grand 4. Alors, excusez-moi, on a fait une parenthèse sur Aristote avec l'éthique et Nicomaque, et ça rentre dans le livre. Ça pourrait rentrer dans la morale, mais la morale, c'est le devoir maintenant dans le programme de philo. Donc on va en rester là. Pas de souci. Alors, l'utilitarisme. On a abordé la question du devoir, là aussi. Du coup, l'utilitarisme, c'est dans le fond, peut-être. Oui, ouais, bien sûr. Vous ne pouvez pas répondre oui à cette question. Oui, j'ai dit oui. Non, mais vous pouvez pas, c'est 3 auxquels vous me dites oui. Ah, pardon, excusez-moi. C'est 4. Okay. C'est 4. Du coup, ça avait servi de transition à la fin. Exactement. Okay. Et 5, l'État et la liberté. L'État et la liberté. Donc, je répète, grand 1, Hobbes, le temps. Grand 2, Kant, la raison, la connaissance
et le temps. Grand 3, le devoir. Grand 4, le devoir. Grand 5, l'État et la liberté. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, grand 4, c'était Mill, John Stuart Mill. Grand 5, c'était Emmanuel Kant, théorie et pratique. Grand 2. Enfin, deuxième partie de théorie pratique. Ouais. Sur le paternalisme d'État, le gouvernement paternaliste et le despotisme du gouvernement paternaliste. Bon, il reste 4 minutes, on peut décemment pas commencer le cours sur la culture. Tout à l'heure, je vais vous faire, comme d'habitude, l'intro du cours sur la culture. Donc, analyse conceptuelle, problématisation, éventuellement construction du plan. Et ça donnera lieu à des petites notes à l'oral. Bah ouais. Super. Ah oui, un dernier point à régler. Est-ce que tout le monde m'a rendu sa copie là? Il serait temps. Personne d'autre? Aucun retardataire? Il y a tellement d'absents que... Oui? Pardon? Maintenant, tout de suite. Je ferai le point avec les absents des 2 dernières semaines. Lilou, vous m'avez rendu quelque chose. Bon, normalement, ça devrait quand même pouvoir être à peu près bon. À tout à l'heure.